Je suis très heureux et très honoré d'être invité à ce webinaire aujourd'hui de la Fédération Citoyens et Justice. Je veux, après ce remerciement, saluer bien entendu Marielle Thuot, votre présidente, Denis Lourd, et puis bien sûr souhaiter un très prompt rétablissement à Véronique Dandonneau et au nouveau directeur. Je salue aussi au passage l'ADAES 44 puisque je suis nantais. Alors, j'ai plaisir à retrouver la Fédération Citoyens et Justice et à la retrouver en grande forme, 178 participants à un moment de nos échanges, en grande forme par la qualité des questions, bien sûr, et par la qualité des interventions des différentes associations que nous venons d'entendre. Alors, avec Citoyens et Justice, et je dis cela un peu pour me situer par rapport à ceux qui ne me connaissent pas, j'ai en réalité un vieux compagnonnage qui remonte à plus de 15 ans, une vieille histoire. J'ai souvenir, par exemple, en 2005, d'un très beau colloque organisé par Citoyens et Justice et qui avait pour titre « Évaluons, évoluons ». Vous voyez, c'était déjà central dans votre réflexion. J'avais été en charge du rapport de synthèse avec Guy Coquille. Et puis, nous avons travaillé aussi ensemble sur d'autres thèmes, le placement extérieur, sur la composition pénale, sur des formes de médiation un peu atypiques menées en parallèle de poursuites. C'était à Marseille et c'était une évaluation confiée à Citoyens et Justice et que nous avions réalisée avec Rénal Brizet. Bref, voilà. Et puis, il y a eu un temps où j'ai moins suivi Citoyens et Justice, 2015-2019, parce que j'étais au Conseil supérieur de la magistrature, où j'ai eu le plaisir de travailler avec Marielle Thuot quand elle était directrice des services judiciaires. Et aujourd'hui, je reviens vous écouter, donc avec ce recul, cette distance un peu prise pendant 5 ans qui m'a un peu éloigné de ces préoccupations. C'est intéressant de voir comment le discours, les préoccupations ont pu évoluer. C'est un peu de cela aussi que je vais essayer de rendre compte. Au travers de quelques mots que j'ai choisis pour essayer de passer, dans le temps qui m'est imparti, quelques idées. Alors, d'abord, mesures alternatives aux poursuites et justice de proximité. Nous avons bien compris qu'aujourd'hui, les uns et les autres, par justice de proximité, nous entendons une proximité géographique et temporelle. Plus que jamais, j'allais dire. Il fut un temps où la justice de proximité, c'était un peu plutôt la question géographique, la question des lieux de justice. La temporalité était un peu en second rang. Aujourd'hui, la proximité géographique, ce n'est pas seulement les lieux de justice, ce sont aussi, on l'a entendu très fortement, la question de l'égalité dans l'accès à la justice des territoires, et la temporalité est là, bien présente, bien au-delà de la seule préoccupation, au fond, de mettre en place des circuits de dérivation par rapport à des circuits de poursuite totalement embouteillés. On est dans une recherche, je dirais, positive de la temporalité, et j'y reviendrai. Alors, un premier mot, le périmètre de ces mesures alternatives aux poursuites. J'ai le sentiment que là, il y a au fond un accord, une certaine stabilisation, que les choses se sont petit à petit consolidées avec la composition pénale la plus proche des poursuites et puis l'ensemble des mesures qui ont été rappelées. Au fond, s'il y a quelque chose qui se passe autour de ce périmètre, déjà depuis quelques années, quand la composition pénale fut élargie aux mineurs, eh bien, c'est plutôt ce mouvement d'extension vers les mineurs que j'ai entendu ce matin, me semble-t-il, au travers de votre recherche de liens plus étroits avec la PJJ, d'expérimentations qui ont été rapportées par les associations, et sans doute y a-t-il quelque chose là d'important, puisque nous savons bien que depuis longtemps, l'un des gros problèmes de la justice des mineurs, c'est sa temporalité défaillante. Ce sont ces audiences qui sont tenues 3 ans
moins de 3 ans après des faits parfaitement élucidés et donc une justice qui intervient trop tard. Et on voit bien que là, les mesures alternatives aux poursuites, dans leur dimension de proximité temporelle, peuvent être extrêmement précieuses. Le contenu, mon deuxième mot, le contenu des mesures alternatives aux poursuites. Oh, là, les choses, là aussi, sont en évolution, manifestement. Très longtemps, au fond, autour des mesures alternatives aux poursuites, on a reproché, bien entendu, le contenu très défaillant du rappel à la loi tel qu'il était pratiqué. Dont on a dit qu'au fond, c'était le degré zéro de la réponse pénale. On a eu aussi tout de même des critiques très lourdes sur les stages, sur le contenu des stages, sur la manière dont ils se déroulaient, les stages dont certains chercheurs ont pu dire que véritablement, on y trouvait le meilleur et le pire, mais parfois le pire, vraiment. Alors, j'ai le sentiment que là, les choses sont en train d'évoluer. Vous êtes manifestement en recherche de donner du sens à ces mesures alternatives, y compris au rappel à la loi, l'enrichir par une contextualisation, par un rapport à celui qui reçoit le rappel à la loi qui soit beaucoup plus individualisé. Et on voit bien que, comme d'ailleurs un peu dans la composition pénale, c'est la question de l'individualisation versus standardisation, individualisée pour donner du sens à la mesure. Et c'est la même chose que j'ai entendu du côté des stages avec la recherche d'une organisation des stages, d'une préparation des stages, d'une conception des stages qui permettent de leur donner une richesse. J'ai entendu aussi, et c'était important, c'était souligné par le ministère, le recul de la médiation. Sur ce point, je me livrerai à une hypothèse, peut-être ai-je tort, je ne suis pas sûr qu'on soit au bout de l'histoire avec la médiation. Je pense simplement qu'il y a actuellement un mouvement de recul de la médiation telle qu'elle était pratiquée. Est-ce qu'on ne la verra pas revenir sous d'autres formes? Par exemple, sous la forme que nous avions étudiée avec Rénal Brisé à Marseille et qui pourrait d'ailleurs aller vers les questions de justice restaurative, c'est-à-dire d'une médiation qui soit en parallèle d'autres mesures alternatives aux poursuites ou de poursuites elles-mêmes. Bref, nous verrons bien. Alors, sur ce contenu de ces mesures alternatives, je me permettrai un parallèle avec, bien sûr, la question de la professionnalisation. C'est totalement lié. On voit bien que l'enrichissement du contenu des mesures alternatives chez vous passe par ce souci de la professionnalisation très ancien, très marqué, avec la question de la formation continue à la clé. On voit aussi, me semble-t-il, j'ai entendu cela aujourd'hui, une sorte d'apaisement aussi sur la question délégué personne physique, délégué personne morale, avec la prise en compte par le ministère, au fond, aujourd'hui assez clairement, que certes, délégué du procureur dans les deux cas, mais avec une vocation un peu différente. Alors, est-ce une affaire de degré ou de nature des interventions? Je ne trancherai pas, mais on voit bien que tout le monde a à peu près conscience que justement par l'organisation, par la professionnalisation, les délégués personnes morales peuvent aller sur des mesures alternatives aux poursuites plus importantes, plus élaborées, plus riches peut-être qu'un délégué personne physique. Temporalité, ça bouge clairement. Hein, le déferment pour les mesures alternatives aux poursuites. Alors, je dois le dire, je ne savais pas que ça existait. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant et l'avocat honoraire que je suis ne peut pas s'empêcher de remarquer qu'au fond, cela arrive à un moment, quelques années après, qu'on se soit enfin décidé à ce qu'il y ait du conseil lors du déferment. C'est-à-dire que le déféré puisse être
à ce stade du déferrement, assisté d'un avocat. Et je vois bien l'intérêt qu'il peut y avoir pour que d'ailleurs le justiciable accepte en connaissance de cause ce déferment, puis mesure alternative aux poursuites, parce que tout ça, évidemment, va lui permettre de comprendre un peu ce qui se passe. Convocations à court terme, moins de validation pour faire en sorte que le juge ne perde pas de temps. Bien entendu, il faut qu'il y ait des garanties à la clé, mais j'y reviendrai, j'ai le sentiment que sur ce point, les choses sont assez apaisées. Quatrième mot, les bonnes pratiques. On a entendu évidemment la notion reprise par le ministère et on sait aujourd'hui l'importance accordée par le garde des Sceaux à cette question des bonnes pratiques. Ce n'est pas une affaire qui remonte à hier. Et évidemment, on ne peut que faire le parallèle avec ce qui a été rappelé par le directeur adjoint des affaires criminelles et grâces, à savoir que ces mesures alternatives sont souvent nées de bonnes pratiques qui sont remontées et qui ont été reprises par le législateur. C'est évidemment très important que ces bonnes pratiques elles soient véritablement repérées, diffusées, partagées dans une justice, ce n'est pas Marielle Thuot qui me contredira sur ce point, où le turnover des magistrats est important. Alors, il a été excessif pendant 5 ans, de 2014 à 2019. Les choses s'apaisent un peu, mais enfin, il est encore très important. Et si l'on veut que les bonnes pratiques restent dans les mémoires des juridictions, alors évidemment, on ne peut pas compter simplement sur la transmission au sein d'une juridiction quand la moitié d'un parquet s'en va la même année. Lié à tout cela, bien sûr, la question aussi de la connaissance de l'offre, et cela a été rappelé, je crois, d'une manière très précise et très importante par monsieur l'avocat général. Connaissance de l'offre, connaissance des besoins qui ne sont pas les mêmes partout. Nous rejoignons ici la question de la diversité des territoires, circulation des informations entre les différents partenaires, établissement de réseaux. Là, on voit clairement que les mesures alternatives aux poursuites, ça ne peut pas être traité en silo, qu'il faut qu'il puisse y avoir un partage d'informations entre les différents partenaires. Et puis j'en arrive à l'évaluation, mon dernier point, avant de venir sur la question que m'a lancée un peu Marielle Thuot tout à l'heure, l'évaluation. Eh bien, là, l'évaluation... Vous êtes, vous, la Fédération Citoyen Justice, depuis longtemps attachée à cette question. Je sais bien que entre vous, vous avez à cœur ces évaluations. Je crois que par ailleurs, au plan plus global, qui cette fois concerne aussi le ministère de la Justice, il y a mieux à faire que ce qui est fait aujourd'hui. Sans doute faut-il beaucoup plus d'études menées de manière pluridisciplinaire par des universitaires pour évaluer les stages, pour évaluer les effets, par exemple, de la composition pénale. La composition pénale est inscrite au casier judiciaire. Nous savons que tous les facteurs statiques de réitération et de récidive figurent au casier judiciaire. Ne serait-il pas intéressant de savoir enfin ce qu'il en est au travers d'une étude qui passerait par le casier, qui pourrait être par ailleurs parfaitement respectueuse des accès aux données, savoir ce qu'il en est de l'effet de la composition pénale dans des parcours. Est-ce qu'on note au fond que la composition pénale a une effectivité, un résultat qui est intéressant? Je pourrais multiplier les exemples dans ce sens. Et puis, on voit bien que l'évaluation, elle passe aussi par la possibilité du suivi. Et sur ce point, j'ai été très intéressé par le propos du directeur adjoint des affaires criminelles et grâces sur cette question du logiciel qui vous permettrait un suivi plus élaboré. Alors, on est là encore dans la même histoire, des innovations locales, des logiciels ont existé. Comment passer à un degré supérieur au logiciel partagé par tous?
Évidemment, on peut regretter ici ce qui nous a été dit. Voyons, il y a un consensus total, l'Association des délégués du procureur, la Fédération citoyen et justice, la Conférence nationale des procureurs de la République, ce n'est pas rien. Tous s'accordent à dire que ce logiciel est absolument nécessaire et malheureusement, le directeur adjoint nous dit « j'ai bien conscience que c'est important, mais ça ne va pas être pour tout de suite ». Là, on a envie évidemment que les choses aillent un peu plus vite. Je ne peux pas me cacher de le dire. Voilà, alors un dernier point sur une question importante, vraiment essentielle pour moi. Marielle Thuot disait « mais attention, la justice alternative à quel prix ?» Et je pense, j'ai cru comprendre qu'elle faisait référence à la critique qui a pu être faite au temps où les mesures alternatives étaient présentées au fond comme des circuits de dérivation par rapport aux poursuites, et où on nous disait, oui, mais attention, parce que vous allez avoir une sorte de levée d'un certain nombre de garanties, un juge qui n'est plus là, un parquet qui est omniprésent, etc. etc. Bon. Je crois qu'on a quand même évolué là-dessus. D'abord parce qu'il y a des garanties tout à fait attachées, notamment à la composition pénale, la plus importante des mesures en termes d'effectivité des sanctions, et puis parce que le paradigme général a changé. Du côté des poursuites, il y a aujourd'hui la CRPC, qui est très, très ancrée dans le paysage. Et moi, je n'oublie pas que la composition pénale, elle a décollé dans les juridictions à partir du moment où la CRPC a été installée. C'est-à-dire qu'il y a eu là un phénomène d'acceptation générale d'une justice, au fond, plus négociée, plus contractuelle. Donc, je crois que la crainte que les garanties pour les droits de la défense ne s'effondrent est un peu passée. En revanche, pour moi, se pose aujourd'hui la question de la crédibilité de cette justice. Elle est très fortement posée. Elle est très fortement posée du côté des mesures alternatives aux poursuites, comme du côté aussi de ce qui se passe sur les peines et leur gestion par la direction des affaires pénitentiaires et les services de probation. J'ai eu l'occasion, il y a un mois, de faire le rapport de synthèse d'une session de formation à l'ENM qui s'intitulait « La criminologie, données scientifiques et justice pénale ». De très nombreuses initiatives passionnantes nous ont été proposées, de prise en charge des auteurs, aussi de prise en charge des victimes, et qui montrent que pour les affaires graves aussi, les choses sont en train de bouger. Il y a, comme chez vous, comme pour les mesures alternatives, une véritable production de connaissances, une effervescence dans la production de connaissances criminologiques et victimologiques. Ma crainte, c'est que le fossé ne se creuse entre tous ceux qui sont en charge de tout cela et qui savent les progrès qui sont en train de se réaliser, et de l'autre côté, le grand public, qui en entend au fond assez peu parler, parce que les médias n'en parlent pas beaucoup, soyons clairs, et qui, eux, sont encore fascinés par l'idée que ce qu'il faut, c'est des poursuites, une peine et une peine de prison. Je le dis parce qu'en ce moment même, ce qui se passe sur les décisions aussi est révélateur. Au contraire de tous les pays européens, nous sommes en train de voir augmenter à nouveau les peines de prison, là où nos voisins européens font l'inverse. Donc, il y a un véritable enjeu. Le danger serait qu'au fond, l'agenda politique vienne à mettre à bas, en quelque sorte, toutes ces initiatives, toutes ces pratiques dont on sait, dont nous savons, nous, l'effectivité et la crédibilité, et elles seraient mises de côté, faute que nous ayons pu faire partager cette crédibilité. Je crois que c'est l'un des enjeux importants pour vous, mais pour tous ceux qui, du côté de la justice pénale, travaillent à faire en sorte que les peines aient du sens, que les sanctions aient du sens, que les prises en charge passent aussi par autre chose que les peines et par la prison. Et je crois que c'est là sans doute l'enjeu le plus important dans les temps qui viennent. Voilà, merci en tout cas à tous pour cette très belle matinée.